Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle nous allons aborder un sujet essentiel dans EVE Online, l'industrie. C'est un domaine souvent perçu comme complexe, parfois même intimidant, mais qui occupe une place absolument centrale dans le fonctionnement du jeu. En effet, une très grande partie des objets présents en jeu doivent être fabriqués par les joueurs. Il n'existe pas de données officielles à ce sujet, mais il me semble raisonnable d'estimer qu'environ 75% minimum des objets présents dans New Eden sont construits par les joueurs. Vous l'aurez donc compris, sans industrie, une grande partie du jeu et de son économie n'existerait tout simplement pas. Si vous débutez, il est normal d'être un peu perdu. EVE regorge de mécaniques qui, au premier abord, peuvent sembler complètement obscures et insurmontables tellement il y a d'informations. Ne vous en faites pas, EVE adore compliquer les choses, c'est aussi ce qui lui donne sa profondeur et une partie de son charme. Mais il est tout à fait possible d'apprendre, à condition, bien sûr, d'y consacrer le temps nécessaire. Vous êtes peut-être déjà tombé sur des sites expliquant, par exemple, les mécaniques liées aux tourelles, les chances de toucher, l'application du DPS, l'optimal range, le fall-off, la vitesse radiale, transversale ou angulaire, le tracking speed, les signatures radius. Et tout ceci sans rien y comprendre. Ne vous inquiétez pas, c'est une réaction totalement normale quand on débute, et même quand on ne débute pas. Cet exemple illustre bien que le niveau de détail à prendre en compte est tout simplement énorme. Le but de cette première vidéo est justement de présenter l'ensemble des bases théoriques nécessaires pour comprendre comment fonctionne la production dans EVE de la manière la plus claire et progressive possible. La façon dont je vais vous présenter les choses reflète ma façon d'aborder l'industrie, ce que j'ai appris, ce que j'aurais aimé qu'on m'explique quand j'ai commencé et comment j'aborde mes productions aujourd'hui. Avant d'aborder la fabrication en elle-même, il faut répondre à une question qui paraît simple, mais qui a une grande importance pour la suite. Où produire ? Le lieu que vous choisirez influencera vos coûts, votre logistique, votre niveau de risque et même votre capacité à étendre vos activités. C'est une décision stratégique, souvent sous-estimée par les débutants, mais qui conditionne directement la rentabilité de vos fabrications. Les premières structures que l'on rencontre en jeu sont les stations NPC, surtout en high-sec. Certaines permettent la production d'objets, mais elles n'offrent aucun bonus industriel. Elles conviennent pour suivre le tutoriel d'introduction ou pour de très petites productions, mais pas pour un projet avancé. Pour produire à moindre coût et avec davantage de contrôle, il vaut mieux privilégier les stations possédées par les joueurs. Il en existe plusieurs types et chacun répond à des usages différents. Les citadelles, par exemple, servent principalement de base d'opération. Elles regroupent les flottes de joueurs, permettent de contrôler ou contester un territoire et acceptent des vaisseaux de taille très variée. Dans cette famille, on trouve, par ordre de taille, l'Astraeus, la Fortizar et la grande Keepstar. Chacune permettant d'accueillir des vaisseaux de taille différente allant des plus petits vaisseaux pour l'Astraeus aux gigantesques titans pour la Keepstar. Ces stations n'ont toutefois pas de bonus de rôle pour l'industrie, je n'en parlerai donc pas beaucoup plus dans cette vidéo. Les structures qui nous intéressent réellement sont celles dédiées à l'industrie. Elles se divisent en deux familles complémentaires, les complexes d'ingénierie qui permettent la fabrication d'objets et la recherche sur les blueprints, et les raffineries qui servent à l'extraction des minerais lunaires, au raffinage et aux réactions. Nous verrons chacun de ces points un peu plus tard. Parmi les complexes d'ingénierie, il existe trois tailles, la Raitaru, l'Asbel et la Sotio. La Raitaru, la plus petite, peut fabriquer l'ensemble des objets et vaisseaux subcapitaux. L'Asbel, quant à elle, peut produire les mêmes objets et, à condition d'être équipée d'un module approprié, assembler des vaisseaux capitaux. Attention toutefois, certains vaisseaux capitaux fabriqués dans une Asbel ne pourront pas redocker une fois sortis, soyez vigilants. Enfin, la Sotio est la plus grande station industrielle offrant les meilleurs bonus. Elle permet la fabrication des mêmes constructions que les structures plus petites, mais elle est la seule où il est possible d'assembler des supercapitaux. Là encore, les supercapitaux ne pourront pas redocker dans la Sotio une fois sortis, ils auront besoin d'une Keepstar.
Ces structures sont intéressantes car elles appliquent des bonus de rôle qui réduisent les quantités de matières premières nécessaires, le temps de fabrication et les coûts d'installation. Ces bonus peuvent être renforcés par l'ajout de rigs, qui apportent eux aussi des gains spécifiques. Il est important de savoir que l'effet des rigs varie selon le niveau de sécurité du système. En high sec, un rig offre son bonus de base. En low sec, ce bonus est multiplié par 1,9. En nul sec ou wormhole par 2,1, toujours par rapport au high sec. Concrètement, un rig T2 donnant un bonus de 2,4 en high sec offrira environ 4,56% en low sec et 5,04% en nul sec. Il faut également savoir que si les bonus de structure s'appliquent de façon identique à toutes les productions, les bonus de rigs sont limités à certains types d'objets. Vaisseaux de petite, moyenne ou grande taille, vaisseaux capitaux, modules, drones, few blocks, etc. Chaque rig peut être dédié soit à l'efficacité matérielle, soit à l'efficacité temporelle, rarement aux deux à la fois. Les bonus des rigs ne s'additionnent pas et ne s'appliquent qu'au type d'objets pour lesquels ils sont conçus. Un rig vaisseau n'améliorera pas la production de modules et inversement. Cette spécialisation permet aux propriétaires de stations de configurer précisément leurs installations, mais elle oblige souvent à déployer plusieurs structures différentes dans un même système pour couvrir l'ensemble des besoins. Une corporation modeste peut bien sûr se contenter d'une station généraliste, mais elle n'aura pas accès aux meilleurs bonus possibles. Le choix du lieu de production est donc stratégique. Il conditionne vos coûts, votre capacité de production et vos options logistiques. Prenez-le au sérieux. Positionnez correctement vos lignes de production vous simplifiera la vie et améliorera votre rentabilité. Les plans de construction sont au cœur de toute activité industrielle dans Eve. Ils définissent ce que vous pouvez produire, les matériaux nécessaires et le temps de fabrication. Il en existe plusieurs types, chacun avec un rôle spécifique. Commençons par les plus fondamentaux, les BPO. Ces premiers plans sont ceux qu'on appelle les blueprints originaux, abrégés BPO, et sont reconnaissables à leur couleur bleu foncé. Ils constituent la base de pratiquement toutes les productions, sont disponibles à l'achat sur le marché et possèdent plusieurs particularités essentielles à connaître. Premièrement, un BPO peut être utilisé autant de fois que vous le souhaitez. Chaque job a une limite par cycle, mais une fois terminé, le BPO reste intact et peut être réutilisé immédiatement. Il n'y a aucune limite de production tant que vous disposez des matériaux et des fonds nécessaires. La deuxième particularité est qu'ils peuvent être recherchés. La recherche sur les BPO consiste à leur donner des améliorations offrant des bonus en termes de quantité de matériaux nécessaires, ce qu'on appelle le Material Efficiency, abrégé ME, et les bonus en termes de réduction de temps de construction, ce qu'on appelle la Time Efficiency, TE. Le maximum pour ces bonus est de 10% de ME et 20% de TE. Il faut noter que plus vous approchez de ces niveaux, plus les recherches deviennent longues et coûteuses. La progression n'est pas linéaire. Ces recherches représentent un investissement important, surtout pour les BPO de gros vaisseaux, mais elles améliorent nettement la rentabilité et augmentent la valeur du BPO, ce qui est intéressant si vous décidez de le revendre plus tard via les contrats. Rechercher ces BPO est très pratique, voire indispensable si vous voulez bénéficier de meilleures conditions de production, moins de matière à acheter, moins longtemps à attendre, et in fine d'une meilleure rentabilité. Attention cependant, acheter et rechercher des BPO est un investissement de long terme. Vous n'êtes pas obligé de pousser toutes les recherches au maximum, parfois atteindre des bonus de 8 ou 9% en efficacité matérielle est largement suffisant. Si vous souhaitez vous lancer sérieusement dans l'industrie, je vous conseille d'identifier les BPO correspondant à vos productions principales et de les acheter quand vous aurez les moyens et de les améliorer progressivement. La dernière particularité des BPO est que vous pouvez en faire des copies. C'est ce que l'on appelle des blueprint copies, abrégé BPC.
Ces copies conservent exactement les mêmes niveaux de bonus ME et TE que le BPO d'origine, mais possèdent deux grandes différences. Elles ont un nombre de runs limité et elles sont détruites après avoir utilisé leur dernier run. Pourquoi faire des BPC ? Eh bien, créer des BPC permet d'augmenter votre capacité de production en parallèle. Par exemple, si vous devez effectuer 100 runs, vous pouvez utiliser un seul BPO pendant plusieurs jours ou créer 10 BPC de 10 runs chacun et produire beaucoup plus rapidement en répartissant les jobs sur plusieurs lignes. Attention cependant, les quantités de matériaux nécessaires varient légèrement selon la taille des batchs. Par exemple, pour 1000 cycles de production de fuel block, vous aurez besoin de 17 072 unités de strontium contre 1708 pour 100 cycles, soit 17 080 pour un total de 1000 cycles, vous demandant 8 unités de plus. Ces écarts sont faibles mais réels et peuvent provoquer des blocages si vous calculez vos matériaux uniquement sur un batch global, puis découpé en plusieurs jobs plus petits. Une confusion fréquente est de croire qu'il s'agit d'un mécanisme d'économie d'échelle intégré au jeu. Ce n'est pas le cas. Cette différence vient des arrondis faits par le jeu lors du calcul des matériaux nécessaires en prenant en compte les bonus du blueprint ainsi que ceux de la structure. En effet, le jeu arrondit les quantités à l'entier supérieur pour chaque ressource, mais uniquement après avoir calculé les réductions dues au bonus. Résultat, les arrondis ne tombent pas toujours pareils et on peut gagner ou perdre quelques unités selon la taille du cycle. C'est un point important à prendre en compte pour déterminer les quantités de matières premières à vous procurer et vous éviter des déconvenues particulièrement agaçantes. Oui, c'est du vécu. Autre point, les BPC peuvent être vendus via les contrats. C'est une stratégie courante pour rentabiliser un BPO très recherché. Vendre régulièrement quelques copies permet de récupérer une partie de l'investissement, même si cela ne génère généralement pas beaucoup de profit. Cela reste un revenu complémentaire intéressant sur le long terme. Dernière chose, il existe certains BPC de faction reconnaissables à leurs icônes vertes, permettant de fabriquer des vaisseaux de faction. Ils ne peuvent pas être copiés, ils ne sont pas produits par les joueurs, et ne peuvent pas être améliorés non plus. On peut seulement les obtenir dans des LP Store, contre des LP plus ISK, parfois d'autres objets, en lootant certains sites PvE comme les DED ou les escalations, ou en les achetant directement à d'autres joueurs via les contrats. Ils sont en général nettement plus chers que les BPC classiques et doivent être pris en compte lors de vos calculs de rentabilité. Il nous reste un dernier point à aborder concernant les blueprints. Vous savez déjà probablement qu'il existe plusieurs niveaux de technologie pour certains vaisseaux et modules. Jusqu'à maintenant, ce que nous avons vu au sujet des blueprints ne concerne que la production de Tech 1, qui est le niveau technologique de base dans le jeu. Le Tech 1 est bien, mais limité. Beaucoup de pilotes utilisent des objets Tech 2 en raison de leur plus grande efficacité. La première étape pour fabriquer des objets Tech 2 consiste à créer un blueprint Tech 2. Et c'est ça l'invention, créer ces blueprints. L'invention ne peut être réalisée qu'à partir d'un BPC Tech 1, impossible à partir d'un BPO ou d'un BPC faction. Pour la petite histoire, les BPO Tech 2 ont existé dans les premières années du jeu, mais CCP les a retirés lorsque le système d'invention a été ajouté. Il en reste encore quelques-uns qui circulent, mais ils sont si rares et si chers qu'ils n'ont plus aucune utilité pour un joueur normal. Pour faire des inventions, il vous faudra en premier lieu une station équipée d'un module dédié. Les modules de production et de recherche ne le permettent pas. Une fois la station trouvée, il vous faudra au minimum un BPC Tech 1 et des datacores. Datacores dont le type varie en fonction de l'objet que vous voulez créer. Une fois tout en main, vous pouvez ouvrir la fenêtre d'industrie, sélectionner votre BPC Tech 1 et choisir, lorsque l'objet le permet, la variante Tech 2 que vous souhaitez obtenir. C'est là qu'apparaît la particularité la plus importante pour comprendre le système d'invention, la probabilité de réussite. Chaque tentative d'invention possède une chance d'aboutir.
Cette chance dépend du type d'objet, module, drone, vaisseau, de vos skills en sciences et éventuellement de l'utilisation d'un décryptor. Si l'invention réussit, vous obtiendrez un BPC Tech 2 avec des valeurs définies de ME et TE, ainsi qu'un nombre de runs déterminé. Ce sont des paramètres que vous ne pouvez plus modifier. Si elle échoue, vous perdrez les matériaux investis et le nombre de runs du BPC Tech 1 utilisé. Les décryptors jouent un rôle important mais sont totalement optionnels. Ils modifient certains paramètres. Ils peuvent augmenter ou diminuer les chances de réussite, le nombre de runs, améliorer ou détériorer les bonus METE ou encore réduire le temps de fabrication. Ils peuvent donc être extrêmement utiles, mais leur prix d'achat est à prendre en compte. Vous pouvez d'ailleurs en récupérer gratuitement en faisant de l'exploration. Comme toujours en industrie, leur utilisation doit être intégrée dans vos calculs. Parfois, un décryptor est rentable, parfois non, car son utilisation fera que votre BPC vous aura coûté plus cher que si vous l'aviez acheté. Vous pouvez tout à fait choisir de ne pas en utiliser et compenser une probabilité faible en lançant davantage de tentatives. Il y a un point qui est absolument essentiel à comprendre. Chaque cycle est indépendant des autres. Si vous lancez 10 inventions avec 50% de chances de réussite, vous n'avez aucune garantie d'obtenir 5 blueprints Tech 2. La probabilité de 50% va s'appliquer sur chacun de vos cycles. Vous n'aurez pas 50% de chance sur l'ensemble de vos 10 cycles, mais 50% de chance par cycle, indépendamment du résultat des autres cycles. Vous pouvez donc avoir de la chance et en réussir 8 ou 9, ou au contraire n'en réussir qu'un ou deux. Ce fonctionnement doit vraiment être compris et intégré. Ce n'est pas parce que vous augmentez le nombre de cycles d'invention que vous augmentez vos chances de succès. Je l'ai mentionné plus tôt, mais notez également que chaque cycle d'invention consomme un cycle du BPC de base, quel que soit le résultat de votre invention. Les inventions demandent également plus de compétences que la production Tech 1 ou les recherches de BPO. Certaines compétences scientifiques augmentent directement la probabilité de succès comme science, mécanics ou electronic engineering, entre autres skills. Il n'est cependant pas nécessaire de monter toute la liste de skills scientifiques dès le départ. En pratique, le niveau 3 dans les compétences nécessaires à vos productions habituelles suffisent pour commencer avec une probabilité de réussite correcte sans investir un temps d'entraînement déraisonnable. Si vous n'avez pas les compétences ou ne souhaitez pas les monter, il existe toujours la possibilité d'acheter directement des BPC Tech 2 via les contrats. C'est plus simple, plus rapide, mais souvent plus coûteux. Pour débuter correctement dans l'invention, la meilleure approche consiste selon moi à choisir quelques objets d'une même faction, à monter uniquement les skills scientifiques correspondants à ces objets et à vous familiariser avec le fonctionnement des décryptors et de la probabilité. Une fois à l'aise, vous pourrez décider de vous spécialiser pour optimiser au maximum ou vous diversifier pour couvrir davantage de chaînes de production. Ou décider de ne pas en faire simplement si vous n'aimez pas ça. Après avoir vu les bases de l'industrie traditionnelle, il est temps d'aborder un pilier majeur de la chaîne industrielle dev, les réactions. Le terme est bien choisi car il s'agit réellement de réactions chimiques complexes permettant de transformer des matières premières en composants intermédiaires, eux-mêmes indispensables aux technologies avancées. Sans réaction, toute une partie du jeu serait littéralement impossible à fabriquer. Modules et vaisseaux Tech 2, objets Tech 3, boosters, une grande partie de l'économie repose sur ces matériaux. Le fonctionnement général reste proche de celui des fabrications classiques. Il faut une station, un plan dédié et des ressources. À ceci près qu'on ne peut pas effectuer ces opérations où l'on veut. En effet, les réactions ne sont possibles que dans des raffineries. Il en existe deux différentes, les Athanor, les plus petites, et les Tatara, plus grandes et possédant de meilleurs bonus. Ces stations servent à la fois à l'extraction lunaire, au reprocess des minerais et évidemment aux réactions.
Même si ces stations peuvent être posées n'importe où, les modules dédiés aux réactions ne peuvent être installés que dans des systèmes dont le niveau de sécurité est inférieur à 0,5. Concrètement, cela signifie qu'il faut se rendre en low sec, null sec ou wormhole. Contrairement au blueprint classique, les plans de réaction, abrégés BPR, ont la particularité de ne pouvoir être ni recherchés ni copiés comme les BPC, mais possèdent un nombre de runs illimité comme les BPO. Vous pouvez donc les utiliser autant de fois que nécessaire, mais sans possibilité de les améliorer. Il existe plusieurs types de réactions, chacune correspondant à des chaînes de production différentes. Les plus courantes sont les réactions composites, largement utilisées pour la fabrication de Tech 2. Elles se déroulent en deux étapes. D'abord, une transformation des minerais lunaires pour obtenir des matériaux intermédiaires, puis une seconde série de réactions permettant d'obtenir les matériaux composites, eux-mêmes nécessaires à la fabrication des composants T2. C'est une chaîne incontournable pour toute production de technologie avancée et celle que vous allez probablement le plus utiliser dans votre carrière de fabricant. Les réactions biochimiques constituent le deuxième type de réaction. Elles utilisent des gaz trouvés dans les signatures cosmiques de l'espace connu et produisent les composants entrant dans la fabrication des boosters. Elles ne nécessitent qu'une seule étape, mais demandent un module de réaction spécifique sur la raffinerie. Enfin, les réactions hybrides sont, elles, centrées autour des gaz fullérites récoltés en wormhole. Elles permettent la fabrication des polymères, utilisés eux-mêmes dans la fabrication des vaisseaux Tech 3. Comme les biochimiques, elles ne se font qu'en une seule étape, mais leur usage dépend grandement de votre capacité à vous procurer à bas prix les ressources de wormhole. Même si les réactions sont nombreuses et que leurs chaînes de fabrication peuvent paraître complexes, leur rôle reste simple à résumer. Elles transforment des matières brutes en composants avancés indispensables à la fabrication de tous les objets supérieurs au niveau technologique T1. Les composants issus des réactions ne sont pas utiles seuls, mais ils constituent en quelque sorte la matière première des technologies plus poussées. Pour éviter de surcharger cette vidéo déjà dense et longue, je ne vais pas entrer dans le détail de chaque réaction existante. Ceux qui souhaitent aller plus loin pourront consulter la documentation complète sur EVE University, dont le lien est en description. À ce stade, vous avez déjà une bonne vision de la structure de l'industrie dans EVE. Mais il manque un élément essentiel, celui qui peut avoir un énorme impact sur la réussite de votre industrie, les coûts de production. Produire des objets n'est jamais gratuit, et ces dépenses peuvent peser lourd sur votre rentabilité. Avant même d'acheter un seul matériau, il faut donc se poser une question simple. Combien cela va-t-il réellement me coûter et combien vais-je gagner en vendant ce que je fabrique ? Dans la plupart des cas, le premier poste de dépense sera l'achat des matières premières. C'est généralement la part la plus importante du budget. Les prix peuvent varier fortement selon les hubs commerciaux, JITA étant généralement le moins cher pour les ressources les plus courantes. Vous pouvez réduire vos coûts en utilisant des ordres d'achat, mais cela implique de payer des taxes, de patienter et surtout de vous confronter à la concurrence des autres joueurs. Pour des volumes importants, l'économie réalisée peut être considérable, mais à la condition d'être patient. Vous pouvez aussi récolter vous-même les ressources, minage, exploration, planétaire et industrie. C'est souvent moins coûteux, mais pas gratuit pour autant. Il vous faudra en effet investir dans des vaisseaux adaptés, monter les compétences nécessaires, accepter la perte liée au reprocess de ce que vous avez miné, et surtout consacrer du temps à ces activités plutôt qu'à d'autres, potentiellement plus rentables. De plus, cette approche fonctionne très bien pour de petites productions, mais elle atteint vite ses limites dès que les volumes augmentent ou que vos besoins deviennent trop variés. Un autre coût à ne surtout pas négliger est le transport. La plupart du temps, vous n'achèterez pas vos matériaux au même endroit que celui où vous produisez. En effet, les stations de marché comme JITA ne sont pas optimisées pour la production. Elles n'ont pas de bonus et sont généralement plus coûteuses en taxes. Transporter vos ressources devient alors indispensable. Au début, vous pourrez tout faire vous-même avec de petits volumes et un risque limité, particulièrement si vous vivez en high-sec. Mais dès que vos productions deviennent plus importantes, il est souvent préférable de faire appel à des services de transport spécialisés.
Généralement, les alliances possèdent ce genre de service, ce qui est très pratique, surtout si vous vivez en ULSEC, loin des hubs commerciaux. Cela fonctionne via des contrats avec collatéral, ce qui signifie que si le transporteur perd votre cargaison, vous êtes remboursé automatiquement. Ce service a bien entendu un prix, souvent exprimé en ISK par mètre cube. 1200 ISK dans mon alliance, par exemple. En plus du transport des matières premières, il vous faut aussi prendre en compte le coût de transport des produits finis. Pensez-y dès le début, car le transport mal anticipé peut ruiner la rentabilité d'une production entière. Une fois tous ces éléments pris en compte, il reste un troisième facteur incontournable, les taxes industrielles. Elles s'appliquent systématiquement au moment où vous lancez un job, qu'il s'agisse d'une fabrication, d'une recherche, copie, invention ou d'une réaction. Chaque ligne lancée entraîne sa propre taxe. Si vous en lancez 10, vous paierez 10 fois. Le calcul commence toujours par une valeur interne au jeu, le IV, ou Estimate Item Value. Pour les productions, il s'agit d'une estimation basée sur la quantité de ressources requises sans bonus de blueprint, c'est-à-dire à ME0, multiplié par des prix ajustés définis par CCP. Il n'y a pas d'infos sur ces prix, nous savons juste que ce ne sont pas les prix de marché et qu'ils ne correspondent pas toujours à la valeur réelle de l'objet, mais ils servent de base pour déterminer le montant des taxes. Le deuxième élément qui va venir augmenter la valeur de base est l'indice de coût du système, ou SCI, plus généralement appelé le Cost Index. Il s'agit d'un pourcentage évoluant en fonction de l'activité industrielle d'un système. Il est calculé par rapport à la durée de l'ensemble des jobs d'un certain type dans un système donné au cours des 28 derniers jours, le tout sur la durée de l'ensemble des jobs de ce même type dans l'ensemble de l'univers au cours des 28 mêmes derniers jours. Pour faire simple, plus il y a de jobs longs lancés dans un système, plus son cost index sera élevé et donc augmentera le montant des taxes à payer. Chaque type d'activité possède son propre cost index, production, recherche ME, recherche TE, copie, invention et réaction. Le but de ce système est d'inciter les joueurs à répartir leur production pour éviter que tout soit construit au même endroit. Vous pouvez consulter ces indices directement dans la fenêtre d'industrie, dans l'onglet Installation, filtrer ou trier pour trouver le système le plus adapté, et en passant votre souris sur les icônes représentant les types d'activités, vous verrez une infobulle s'ouvrir et afficher les détails, avec notamment ce qui nous intéresse ici, le cost index, mais également les types d'éléments pris en charge, les bonus de structure, ainsi que les modules installés et le taux de taxe appliqué pour chaque station. À la suite du cost index, vous voyez que le bonus de la station, si elle en possède, est déduit. On obtient alors le coût brut total du job. Ensuite viennent les taxes à proprement parler. La taxe de structure fixée librement par les propriétaires de la station. Les stations NPC appliquent généralement 0,25%. La surtaxe CCP qui est de 2% pour les recherches ME et TE et de 4% pour toutes les autres activités. Ces deux taxes sont calculées sur l'EVI initial. Le total de tous ces éléments vous donne donc le coût final du job que vous allez lancer. Pour conclure sur cette partie, il est capital de prendre en compte tous les coûts inhérents à vos productions et de faire des arbitrages en fonction de tous ces paramètres. Chaque production implique une série de décisions. Où acheter, où produire, comment transporter, quelle station utiliser et combien vous acceptez de payer en taxes. Il n'y a pas de réponse universelle. Tout dépend de vos objectifs, de votre budget et du temps que vous êtes prêt à y consacrer. Mais une chose est sûre, ignorer ces paramètres revient presque toujours à perdre de l'argent. Nous sommes enfin arrivés au bout de cette première partie théorique. Merci à celles et ceux qui ont écouté et survécu jusqu'ici. Je suis bien conscient que tout ceci est dense et peut paraître complexe, mais vous vous rendrez compte à l'usage que toutes ces informations s'articulent naturellement entre elles et que cela deviendra rapidement un réflexe. À ce stade, vous avez normalement toutes les bases pour comprendre l'industrie. Pour vous aider à avancer concrètement, nous verrons dans la suite de cette série de vidéos les différents types de production et leur fonctionnement étape par étape.
Merci encore de votre attention, on se retrouve très vite pour la suite et à la prochaine.